Voilà, je suis désolé, on commence en retard, mais là, cet retard n'est pas de notre fait. Oui, enfin. On va prendre un train. Non, mais, donc, je suis heureux de vous accueillir ici, de revoir un certain nombre de têtes, mais aussi des têtes que je ne connais pas. Et j'ai un plaisir particulier à vous présenter Drieux Godfriedi. Drieux qui vient tout exprès de Bruxelles. Qui a participé au tout début de l'Institut Turgot à l'époque où on était à Bruxelles. Drieux est un chef d'entreprise. Il a créé une entreprise qui est spécialisée dans, comment on appelle ça, c'est le coaching ou le coaching d'étudiants universitaires en fait. Voilà. Une sorte de boîte à bec mais pour étudiants universitaires. Et qui réussit très bien. Et qui a des succursales dans un certain nombre de pays, mais il n'en a pas encore en France, pas que vous n'avez pas réussi. On n'a pas essayé. Vous n'avez pas essayé. Tout en menant ses affaires, il a fait un doctorat de philosophie, plus précisément de philosophie du droit à l'Université de Paris, à la Sorbonne, alors même qu'il venait de créer l'Institut Hayek, qu'il a dirigé, il l'a dirigé pendant un certain nombre d'années avec la complicité de notre ami Vincent Bénard. Et il s'est mis à écrire, il a écrit plusieurs petits livres. Oui. Il a écrit plusieurs petits livres, dont le dernier, qui est le sujet de cette soirée, et qui s'intitule exactement De la théorie du genre à la subversion du droit. De la violence de genre à la négation du droit. De la violence de genre à la négation du droit. Autrement dit, nous ne nous penchons non plus sur un problème économique, mais sur un problème de société. L'objet n'est pas de parler du mariage homosexuel, du mariage pour tous, c'est d'aller bien au-delà, bien au-delà sur les problèmes de fond, comment la façon dont tout ce qui se fait en ce moment, notamment la loi qui traite du mariage pour tous, etc., touche à des problèmes fondamentaux, des problèmes de philosophie juridique fondamentaux. Et c'est ça qui est très grave. Et c'est très tout à fait connecté. Vous savez, il y a l'an dernier, il y a même temps un peu plus que ça, on a reçu Philippe Nemo ici, pour son dernier bouquin. Et Philippe Nemo nous a parlé à propos de la liberté d'expression, à propos des lois mémorielles, etc. C'est exactement le même genre de problème. Nemo nous a montré comment ces lois mémorielles, ou toutes ces lois sur l'évolution du droit, touchent au fondement même de l'arsenal juridique, de l'évolution du droit, des concepts philosophiques du droit. Et bien dans le cas de la pénalisation des violences de genre, c'est de cela que nous allons parler, d'une loi dont vous n'avez peut-être même pas connaissance, qui a été votée en 2010 ou 2011. C'est de ça dont Drieux va nous parler, car je crois que c'est quelque chose de vraiment tout à fait essentiel, car ça a une signification très précise. Je vous donne la conclusion tout de suite, carrément. La conclusion, c'est qu'on régresse vers l'arbitraire, vers le règne de l'arbitraire dans le domaine juridique. Et à vous. Merci. Alors voilà, je propose de structurer l'exposé en 4 parties. Je vais peut-être me concentrer davantage sur la théorie du genre proprement dite que Henri ne vous la laisse entendre, parce que je pense que c'est quand même le cœur du sujet et que ça permet d'aller beaucoup plus loin que simplement la loi sur les violences psychologiques. Donc d'abord, je vais vous proposer une description de la théorie du genre, ensuite de son empire législatif, puisque la théorie du genre en Europe a pris un essor très très important, et donc elle a inspiré un grand nombre de législations. Ensuite, il y aura 4 points, parce que pas vous faire peur, donc il y aura une 3e partie, donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut réfuter la théorie du genre, que la théorie du genre n'est pas simplement une question d'opinion, qu'on peut partager ou ne pas partager, mais qu'on peut effectivement réfuter en partie la théorie du genre. Et le dernier point qui sera le plus provocateur, c'est d'essayer peut-être de mettre à jour ce que serait le terme ultime, je dirais, de la réalisation du programme de la théorie du genre. Donc ça, c'est les 4 points que je me propose d'aborder. J'ai conscience du fait que c'est un sujet qui est à la fois assez peu sexy, la théorie du genre, et assez complexe. Et donc, si à un moment je me lance dans des développements qui deviennent totalement inintéressants ou incompréhensibles, n'hésitez pas à me le dire, et donc à me poser une question, oui, ou effectivement à m'interrompre.
Alors, le premier point, donc, c'est la description de la théorie du genre. La théorie du genre, pour aller directement à l'essentiel, est une théorie de la sexualité. Donc, c'est une théorie qui a une ampleur assez grande, mais qui, à l'origine, est une théorie de la sexualité. Alors, pour comprendre la position de la théorie du genre, il faut partir du modèle classique de la sexualité. Ce modèle classique de la sexualité considère qu'il y a un sexe anatomique, biologique, et qu'au départ de cette réalité, de ce substrat biologique, vient se construire une gangue culturelle qui est ce qu'on appelle le genre masculin, le genre féminin. Alors, on comprend directement que ce qui est féminin et ce qui est masculin varie d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre. Ça, ce sont des choses qui ne sont contestées, qui me paraissent contestables par personne. Théorie classique de la sexualité. Je vous en prie. La théorie du genre intervient à ce moment-là. C'est une théorie assez récente, en fait, puisqu'elle a été, je dirais, elle a subi sa cristallisation en 1990 sous la plume d'une universitaire américaine qui s'appelle Judith Butler. La théorie du genre refuse ce modèle classique de la sexualité et considère qu'il n'y a pas de substrat anatomique, biologique, mais que tout est culturel. Et que donc, en d'autres termes, c'est la culture qui détermine ce qui est masculin et féminin, et qu'au-delà de ça, la culture détermine ce que nous considérons comme étant le sexe, masculin ou féminin. Donc il y a dans la théorie du genre une négation absolue de la biologie. C'est-à-dire que la théorie du genre considère que tout est culturel. Le masculin et le féminin sont des réalités culturelles qui peuvent varier d'une société à l'autre, mais c'est de cette culture que procède la notion de sexe. Donc il y a cette négation de la nature qui fonde effectivement le projet de la théorie du genre. Alors, ça ouvre un champ de possibilités absolument infini. Parce qu'à partir du moment où le sexe ne dépend plus que de la culture, il devient disposable, il est une pure convention, et on peut toujours substituer à une convention une autre convention. Et c'est évidemment le propos des partisans de la théorie du genre qui souhaitent faire évoluer l'humanité au-delà de l'opposition binaire, disent-ils dans le cadre de la théorie du genre, du masculin et du féminin. Et donc s'ouvre un champ de possibilités de genres alternatifs, qui sont des genres qui participent en règle générale de l'homosexualité, mais il y a toute une série de variations. Il y a les homosexuels qui se sont fait opérer, pas opérer, il y a ce qu'on appelle plus en anglais le genre butch, le genre femme, etc. Bref, il y a donc là l'ouverture d'un champ des possibles, et il y a surtout la démonstration, qui est le projet fondamental de la théorie du genre, de la facticité, du caractère conventionnel, donc arbitraire, de ce que nous tenons pour des réalités ancrées dans la nature, c'est-à-dire la distinction des sexes. Alors, une petite digression par rapport à ça. La théorie du genre, les études de genre ont démarré en gros dans les années 70, mais elles n'ont trouvé leur forme contemporaine et offensive, et la plus crédible également sur le plan intellectuel, qu'en 1990, avec l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure de Judith Butler qui s'appelle « Troubles dans le genre ». Alors, c'est un ouvrage absolument remarquable par son originalité, c'est-à-dire que Judith Butler se réapproprie un certain nombre de sources philosophiques d'une manière radicalement originale, donc c'est un ouvrage assez intéressant sur le plan intellectuel, qu'on en partage ou pas, les conclusions ne doivent pas nous empêcher de reconnaître cette qualité intellectuelle de l'ouvrage, mais qui est tout à fait radicale. Donc quand je parle de négation de la nature, il n'y a pas de moyen terme. Soit on nie la nature sexuelle, soit on ne le fait pas. Mais donc il y a une dimension de radicalité de la théorie du genre qu'on ne doit pas méconnaître. Alors si je dis cela, c'est parce que il y a toute une série d'auteurs, notamment en France, un sociologue qui s'appelle Éric Fassin, et qui essaye de donner à la théorie du genre, disons, une forme plus généralement acceptable, adoucie, plus marketable, plus vendable. Il faut aller à l'essentiel,
il faut aller chez Butler, il faut lire Judith Butler, et il faut reconnaître la paternité, si vous me passez l'expression évidemment dans ce cas-là, la paternité, donc pas de problème effectivement, qu'elle a par rapport à la théorie du genre. Et d'ailleurs la théorie du genre n'a de sens et n'a d'intérêt que par cette négation de la nature, parce que sinon on retombe toujours dans le modèle classique. Et à ce moment-là, la théorie du genre, elle est simplement une étude des variations de ce qui est féminin et masculin d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre. Alors, la théorie du genre est donc ce projet radical qui considère, et il faut le comprendre, que le genre, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le sexe procède du genre, et le genre binaire qui fonde notre civilisation, et à ma connaissance toutes les civilisations jusqu'à présent, procède lui-même d'un ensemble culturel plus vaste. Et cet ensemble culturel plus vaste, selon Judith Butler, il est structuré par deux réalités. Ce sont deux néologismes, pardonnez-moi, mais même dans les traductions françaises, on les utilise, donc je ne peux pas faire autrement. Ces deux réalités sont le phallogocentrisme, je pense qu'on comprend assez aisément de quoi il s'agit, et l'hétéronormativité. Oui, ça c'est déjà évidemment plus ambitieux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, selon Judith Butler, nos sociétés, mais non seulement les sociétés occidentales, mais dans son ouvrage, toutes les sociétés, elle a vraiment une espèce de geste révolutionnaire, elle prétend rendre compte de l'ensemble de la culture humaine, se caractérise tout à la fois par une domination du masculin, à tous les niveaux, physique et jusque dans le détail de la grammaire française ou anglaise, et par une hétéronormativité dans les deux sens du terme. Alors quels sont les deux sens du terme? La normalité de l'hétérosexualité et le fait que l'hétérosexualité est érigée en norme, donc en devoir-être. Donc il y a le double aspect de normalité de l'hétérosexualité et de norme au sens d'un devoir-être. Alors elle considère que c'est de cette double matrice en quelque sorte que procède la distinction des sexes binaire, masculin, féminin, avec toujours un primat au masculin contre le féminin. Alors j'en termine avec ma description de la théorie du genre, en remontant, disons, jusqu'au dernier étage de la fusée, qui est de savoir, enfin c'est une question légitime, et qu'elle prend, mais très partiellement, et selon moi de manière assez formelle, en charge, d'où vient cette hétéronormativité, d'où vient le phallogocentrisme. C'est pas le hasard, ça peut être le hasard dans une société à un moment déterminé, ça peut pas être le hasard dans toutes les sociétés à toutes les époques. Bon. Eh bien, elle considère que ce ne sont là que des reflets de relations de pouvoir. Elle reprend ce concept, comme la plupart de ces concepts, je tiens à le souligner, à un philosophe français, qui est Michel Foucault, en l'occurrence, et la plupart de ces sources sont françaises, en fait. C'est ce qu'on appelle la French Theory, même en français, parce que ce sont des sources que les anglo-saxons se sont réappropriées de manière originale. Mais ces sources, c'est Julia Kristeva, Monique Wittig, Foucault, qui joue un rôle vraiment structurant dans le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, et quelques autres. Alors, elle considère effectivement que phallogocentrisme, hétéronormativité, procède de ces relations de pouvoir, et c'est donc, en d'autres termes, c'est pas le hasard. Si ces deux aspects, je ne vais pas chaque fois redire ces deux termes qui sont assez difficiles, si ces deux aspects se sont imposés, c'est par intérêt. C'est parce que cela correspondait, cela permettait de satisfaire des intérêts dominants, donc essentiellement masculins et hétérosexuels. Vous pouvez y voir une forme de tautologie, mais je ne peux pas inventer une explication qui n'existe pas dans son ouvrage. Quand elle remonte à ce niveau-là, effectivement, arrivée à ce stade-là, son explication peut passer pour relativement tautologique. Parce que dire que bon, les relations de pouvoir sont motivées par ce qu'elles ont en même temps engendré, c'est un peu un cercle logique, incontestablement. Donc, ce qu'on peut conclure, si vous le permettez, et retenir de ce premier point, c'est que la théorie du genre est mondiale dans son ampleur. Elle a connu un succès absolument foudroyant. Je rappelle ce livre, 1990, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent. Elle domine des départements universitaires dans de nombreuses universités américaines et aujourd'hui dans de très nombreuses universités européennes. La théorie du genre, par exemple, s'est implantée de manière beaucoup plus forte encore en Espagne qu'en France. Donc la France est un cas parmi d'autres, mais il ne faut pas croire que la théorie du genre, ça ne concerne que la France. C'est européen et au-delà de l'Europe,
c'est clairement mondial. Donc il y a cette ampleur mondiale, il y a cette prétention globalisante, c'est-à-dire elle prétend rendre compte de l'histoire de l'humanité, et donc de la structuration de toutes les sociétés humaines, un peu comme Lévi-Strauss, mais avec quand même des différences assez notables dans ces concepts. Lévi-Strauss, bon, n'est pas d'accord avec Lévi-Strauss, il y a quand même un certain nombre de choses au niveau de l'hétérosexualité, je dis bien, qui paraissent normales, effectivement, et non pas factices chez Lévi-Strauss, ce que Judith Butler ne peut pas accepter. Et enfin, un dernier point sur ce premier avant de passer au second, c'est que si on prend la théorie du genre au sérieux, il est évident que les promoteurs de la théorie du genre, ils veulent être pris au sérieux. Ce ne sont pas des littérateurs, ce ne sont pas des gens qui écrivent en faisant des effets styles, en disant oui, peut-être une proposition un jour sera inspirée par ce que j'écris. Non, ils veulent littéralement révolutionner les rapports entre les sexes, ils veulent révolutionner le concept de sexe, et donc ils veulent finalement abolir la distinction des sexes. Alors si on réfléchit une seconde à ce que ça peut avoir comme conséquence dans une société telle que la nôtre, c'est effectivement un geste qu'on peut qualifier, me semble-t-il, de révolutionnaire. Alors, il y a toute une série, et je vais maintenant en venir au deuxième point. Il y a peut-être des questions sur le premier point? Je ne sais pas, non? Une interrogation? Oui? Oui, une question très stupide. Sûrement pas. Elle s'arrête aux hommes et aux femmes. J'imagine qu'elle n'étend pas sa réflexion aux animaux. Enfin, oui, mais ça, on peut en parler plus tard. Oui, c'est un débat classique, en fait. C'est-à-dire que chez les animaux, il y a une domination hétérosexuelle pour des raisons simplement de reproduction, que tout le monde aura compris, mais il y a toujours rien de ce qui est matériel n'est mathématique. Et donc, il y a toujours des comportements aussi qui peuvent être homosexuels. Il y a des animaux qui naissent aussi avec une hésitation au niveau du sexe anatomique. Tout ça existe aussi. Je ne parle pas de ça, je parle économiquement. Si vous dites à un éleveur, par exemple, il n'y a pas de différence du sexe, je ne sais pas, moi, je prends beaucoup la campagne, je vois à la campagne... Je pense qu'on devrait envoyer ces gens préparer la campagne. Si vous êtes éleveur de charolais, par exemple, vous avez un taureau et 25 vaches, ça sera quoi dans leur esprit? Eh bien, ça vous met toutes si la vache décide d'être un charolais, eh bien, elle sera un charolais. Si on pousse... Non, mais dans la théorie du genre, pardonnez-moi, mais c'est ça. Non, exactement. Donc si on pousse la logique à l'extrême, qu'est-ce qu'ils feront avec... Eh bien, c'est la disposabilité du sexe. Si on pousse la logique à l'extrême, je décide ce matin d'être une femme, je me sens très jeune femme ce matin, et demain, je serai un homme de 60 ans, par exemple. C'est ça, la théorie du genre. C'est à partir du moment où le sexe est une convention, la convention, par définition, on en fait ce qu'on veut. Et en plus, c'est une convention avec soi-même. C'est fabuleux. C'est la décision. Là, vous parlez d'une décision. Oui. En fait, moi, je vous parle d'un point de vue économique. Qu'est-ce qu'on dira? Enfin, à la limite, on pourra attaquer les agriculteurs qui ont un taureau pour 25 vaches. Je dis n'importe quoi, mais comme c'est aberrant... C'est-à-dire que non, la théorie du genre n'a pas vraiment de prétention dans le règne animal, en fait. Hein. Elle parle surtout comme des êtres humains. On peut l'appliquer, à mon avis. Non, mais donc elle s'arrête là. Donc, oui. Quand elle conteste la nature... Oui. Elle... Non, mais je vais être précis. Oui. C'est aberrant. Enfin, c'est la preuve de l'aberration. Non, mais c'est-à-dire qu'elle... Évidemment, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord évidemment avec vous, mais elle prend argument d'un certain nombre de comportements limites ou étranges qui s'inscrivent dans l'ordre naturel pour dire qu'effectivement, nous avons tort de vouloir imposer une norme hétérosexuelle abusive et cassatrice. Bien, j'en viens donc au deuxième point. Monsieur, vous avez une question? Oui, je m'interroge sur les raisons de ce succès de cette théorie. Qu'on aurait pu appeler à une époque abracadabrante. Oui, mais ça, je vais y revenir. Je pense que vous y reviendrez. Pas de problème. Donc, deuxième point, c'est l'empire législatif de la théorie du genre. Alors, la théorie du genre, maintenant, je pense que vous en mesurez le caractère à la fois peut-être intéressant, mais aussi farfelu. C'est exactement le mot que je cherchais. Alors, on pourrait se limiter à ça, il n'y a pas de raison d'en parler, mais il se trouve que la théorie du genre inspire aujourd'hui une kyrielle de législation en Europe. Je ne parlerai que du cas européen. Il y a d'autres législations dans d'autres pays du monde. Les Argentins, par exemple, font généralement toujours ce que font les Européens en pire. Mais bon, on va limiter le propos à l'Europe, c'est déjà suffisant. Alors, il y a eu un certain nombre... En fait, je crois que la plupart des Français ont pris conscience de l'existence de la théorie du genre à l'occasion du débat sur le mariage homosexuel. C'est la première fois que dans le débat public français, alors que cette théorie avait déjà atteint une forme de domination, en tout cas dans le monde universitaire, sans que la plupart des gens ne soient conscients, ne se soient avisés de son existence. C'est un phénomène assez intéressant sur le plan de l'histoire des idées. Et le fait est qu'on peut voir un rapport évident entre cette théorie et le mariage homosexuel, et puis il y a toute une série d'autres initiatives qui ont été prises, qu'elles aient été votées ou pas, peu importe.
Ici en France, il y a eu la volonté de débaptiser les classes maternelles pour leur enlever toute référence à la féminité. En Suède, il y a eu une proposition d'un parti qui a une trentaine de députés, donc c'est pas un parti qui était d'obliger les petits garçons à faire pipi assis pour ne pas discriminer avec les filles. Alors on pourrait imaginer de faire le contraire naturellement, mais c'est pour ça que je ne connais pas effectivement de cas qui les proposent. Donc ce sont des propositions effectivement qui ont été faites et qui sont poussées. Le fait de supprimer la référence aux parents, père, mère, etc., etc. Donc je pense que maintenant dans la population on prend conscience de l'ampleur de l'ambition effectivement révolutionnaire de cette théorie. Mais de manière beaucoup plus importante, parce que ce sont des lois françaises, ou des projets, ou des propositions, etc., étaient adoptées en 2011, c'est-à-dire bien avant le débat ici sur le mariage homosexuel, au niveau du Conseil de l'Europe, une convention. Alors je ne sais pas s'il y a un parlementaire UMP ici dans la salle qui va se mettre à me détester dans quelques instants, parce que je suis obligé de constater que cette convention qui a été adoptée en 2011 n'a pas été par le gouvernement socialiste aujourd'hui au pouvoir en France, mais a été donc acceptée, adoubée, peu importe les termes juridiques exacts, par l'UMP. Or, cette convention du Conseil de l'Europe, qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui date, je crois, de mai 2011, elle est la plus flagrante, la plus éclatante consécration législative de la théorie du genre à cette heure. Dans aucun autre pays, à ma connaissance en tout cas, on a consacré la théorie du genre de manière aussi parfaite qu'on l'a fait dans cette Convention d'Istanbul. Alors, cette Convention d'Istanbul, de quoi parle-t-elle? Son propos apparent, son objet revendiqué, est de mettre hors la loi toutes les violences contre les femmes. Pénalisé. Oui, hors la loi. Pénalisé, c'est ça. Alors, c'est évidemment un projet qui, dans son principe, ne peut que susciter la sympathie, enfin, sauf dans certaines catégories de la population, heureusement assez minoritaires. Et donc, voilà, donc de prime abord, on se dit c'est très bien, et donc il y a effectivement un grand nombre de pays, dont la France, du gouvernement qui à l'époque était de droite, qui se sont empressés d'adopter ce texte. Mais il faut le lire, ce texte. Il faut savoir qu'une convention du Conseil de l'Europe, ce n'est pas une recommandation de l'ONU. C'est un texte qui est obligatoire, une fois qu'il entre en vigueur. Et une convention du Conseil de l'Europe, ce n'est pas un texte de l'Union européenne. L'Union européenne des 27, je crois que c'est 300 millions de citoyens. Le Conseil de l'Europe, c'est 800 millions. Donc c'est quand même déjà une partie de l'humanité. Donc un texte adopté au niveau du Conseil de l'Europe a une influence, au moins potentielle, absolument considérable. Cette convention du Conseil de l'Europe, la première chose qu'on peut en dire, c'est que d'un point de vue strict, vous allez me dire c'est pas très intéressant, mais d'un point de vue strictement juridique, donc par sa qualité légistique, si vous voulez, c'est peut-être un des plus mauvais textes de droit que j'ai lu dans ma vie. Pourtant, j'en ai lu beaucoup. C'est-à-dire qu'il commence par faire un certain nombre de définitions qui se contredisent entre elles. Non, mais je veux dire, quand vous faites un texte qui va s'appliquer à 800 millions de citoyens, en plus dans les détails de leur vie intime, on se dit on va soigner le texte, on ne va pas demander à un stagiaire de le rédiger. Or là, c'est vraiment le sentiment que ça donne. Il y a des lois, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut ici, c'est pas le cas. Mais ça pose un problème aussi dans l'application des textes, quand le texte n'a pas été correctement rédigé. Alors deuxièmement, cette convention du Conseil de l'Europe, si vous voulez, au niveau de la violence physique, forcément, elle n'apporte rien. Puisque la violence physique contre les hommes, contre les femmes, contre les enfants, elle est hors la loi depuis que le droit existe. D'ailleurs, c'est un peu la raison d'être du droit que de mettre la violence physique hors la loi. Nous sommes d'accord. Donc sur ce point, on n'a pas attendu la Convention du Conseil de l'Europe pour mettre la violence hors la loi. Donc le propos véritable de cette Convention est de mettre non pas la violence physique, mais la violence psychologique et la violence économique contre les femmes hors la loi. Ça, c'est son projet. Et moi, c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à ce sujet, puisque, de prime abord, il n'est pas contestable, à mon sens, je n'ai pas fait d'enquête scientifique sur la question, mais je pense que la violence physique, notamment dans le couple, est beaucoup plus masculine que féminine, ça me paraît indubitable, mais, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je me suis dit, tiens, la violence psychologique, et là, forcément, on pense à des cas personnels, pas moi en particulier, mais à des gens dans ma famille, des amis, etc. Et il y a comme ça tout un chapelet de cas qui me sont revenus à l'esprit, où je me suis dit, tiens, la violence psychologique, dans ce cas-là, ne paraissait pas du tout un monopole masculin. Ça paraissait tout de même relativement partageux. Bon. Alors, je me suis intéressé au sujet un peu plus avant, et il y a là des enquêtes scientifiques qui ont été faites en Espagne, en Irlande, au Canada, ils sont très, très avancés dans ce domaine, et qui indiquent toutes,
sans exception, une prévalence comparable, voire identique, de la violence psychologique contre les hommes et de la violence psychologique contre les femmes. Surprise, on a une convention du Conseil de l'Europe qui ne pénalise que la violence psychologique contre les femmes, alors que, semble-t-il, dans la réalité des faits, il n'y a pas de raison de se donner cet objet-là de manière prioritaire. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend que la seule justification de cette démarche, rationnelle, ce qui lui donne sa cohérence et sa logique interne, c'est la théorie du genre. Du point de vue de la théorie du genre, la domination du masculin est à ce point engrammée dans chacun des détails de notre culture qu'elle s'exerce à tous les niveaux. Et donc, du point de vue de la théorie du genre, il est effectivement tout à fait plausible que la violence psychologique, la violence au-delà de ça sous toutes ses formes, s'exerce majoritairement, voire exclusivement, contre les femmes et non pas contre les hommes. C'est ça qui donne, au-delà de la question de savoir si cette violence est partagée ou pas, qui est une question qui en soi n'est pas très intéressante, il est important de voir que cette convention du Conseil de l'Europe n'aurait pas pu être adoptée ou on n'aurait pas pu en faire le projet, n'était l'idéologie de la théorie du genre. Alors, ça c'est la convention du Conseil de l'Europe. Ce qui est assez intéressant aussi, me semble-t-il, combien parmi vous, mais vous êtes des gens instruits, donc probablement beaucoup, mais combien dans la population, quel est le pourcentage de gens qui connaissent l'existence du Conseil de l'Europe? Quel est le pourcentage de la population française qui sait distinguer le Conseil de l'Europe de l'Union européenne? Pas beaucoup, parce qu'en plus il y a deux institutions de l'Union européenne qui s'appellent Conseil d'Europe et qui s'appellent Conseil européen, donc évidemment c'est assez mal parti pour faire les distinctions, et pourtant ça n'a rien à voir. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que dans cette enceinte, dans ce cénacle du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, il y a un certain nombre de minorités. Je ne suis pas un complotiste, je vous rassure directement, mais il y a un certain nombre de minorités idéologiques qui parviennent à imposer leur vision des choses sans aucun débat. Qui a entendu parler de la Convention d'Istanbul, sauf ceux qui ont lu ce que j'ai écrit sur le sujet, mais avant ce soir, on ne dit personne. Qui a entendu parler d'un débat? Il y a soi-disant une assemblée à Strasbourg. Personne. Et donc, si vous voulez, dès lors qu'une minorité idéologique est parvenue à imposer sa vision du monde au sein de ce tout petit cénacle, au niveau de ceux qui décident véritablement les choses, qu'est le Conseil de l'Europe, il y a une constitutionnalisation de fait, c'est un terme un peu barbare, je m'en excuse, de la norme. Pourquoi? Parce que une loi française, on peut l'abroger, on peut la modifier. Une convention du Conseil de l'Europe, c'est une autre affaire. Une fois qu'elle a été adoptée, pour la modifier, il faut mettre d'accord des dizaines d'États. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand cette minorité a réussi à imposer sa théorie à ce niveau-là, elle a partie gagnée. Elle occupe une position de facto inexpugnable par rapport à ses adversaires idéologiques. Donc ça c'est pour la Convention. Alors, juste encore une incarnation, juste encore un mot par rapport à ça, c'est que comme il y a cette prise de pouvoir d'une minorité au niveau du Conseil de l'Europe, ils en profitent pour bourrer la Convention d'un maximum de choses qui pourtant n'ont rien à y voir. Convention sur la violence contre les femmes, qu'on appelle en Espagne notamment la violence de genre, eh bien on a notamment inséré un article qui dit qu'il faut éradiquer. Rien que le terme éradiquer doit quand même déjà nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand même un terme qui rappelle un peu la Sainte Inquisition, l'éradication. Bon, il faut éradiquer toute pratique fondée sur des stéréotypes masculins ou féminins. Je vous laisse réfléchir à ce que ça peut impliquer. Est-ce qu'un service d'obstétrique doit prévoir des chambres pour les hommes? Il faut se poser la question, parce que la volonté d'éradiquer, c'est la volonté finalement d'éradiquer. On ne peut pas éradiquer des stéréotypes, tous stéréotypes féminins et masculins, sans éliminer de fait la notion même, le concept même de masculin et de féminin. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue juridique, cet article n'a rien à faire dans cette convention, dont l'objet est tout de même plus limité, mais une fois qu'il est adopté, il est adopté. Et elle n'est pas encore entrée en vigueur, cette convention, mais elle le fera immanquablement. Il devient, cet article, de même que le reste de la convention, obligatoire pour tous les États qui en sont les signataires. Et ce qui est assez amusant, ce qui est assez ironique, c'est que toutes ces initiatives qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement socialiste et qui procèdent effectivement de la théorie du genre paraissent du petit travail d'amateur si on les rapporte à la Convention d'Istanbul, adoptée par la droite, qui est effectivement beaucoup plus vaste dans son ambition. Et même dans le détail, par exemple l'affaire des manuels scolaires, elle est dans la Convention d'Istanbul. Et donc si vous avez un parlementaire de droite qui vient se réécrire en disant « Oh, de la théorie du genre », non mais elle est dans la Convention d'Istanbul, qui a été adoptée par la majorité.
Et c'est dedans. Donc ce qu'on pourrait éventuellement reprocher au gouvernement socialiste, c'est de ne pas aller assez loin par rapport à la Convention d'Istanbul. C'est en toute logique juridique. Alors, un dernier point sur l'empire législatif du genre, c'est la loi espagnole. Alors, comme vous le savez, il y a en Europe des pays où le débat démocratique est relativement civilisé, où il n'y a pas vraiment de haine idéologique, où il y a une sorte d'élite, comme c'est le cas d'Angleterre, c'est le cas dans une certaine mesure de l'Allemagne. Puis il y a des pays comme la France ou l'Espagne, où il y a une vraie haine idéologique entre les partis de droite et de gauche. C'est très fort le cas en Espagne. En plus, en Espagne, on fait souvent référence aux événements de la guerre civile des années 30, donc il y a vraiment cette rivalité, cette opposition idéologique. Et ça se manifeste par rapport à notre sujet, puisqu'en 2004, quand M. Zapatero est arrivé au pouvoir, eh bien, la première grande réalisation de son gouvernement a été de faire adopter une loi contre les violences de genre. Donc là, il a carrément repris le vocable genre, qui n'existait pas plus en droit espagnol qu'il n'existait auparavant en droit français, jusqu'à la Convention d'Istanbul. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de cette loi, mais il faut la lire. Elle existe en français d'ailleurs sur Internet. Et c'est une traduction du Parlement espagnol, donc qui est valable. Cette loi est assez extraordinaire, c'est-à-dire que, déjà par exemple, dans le domaine des violences dans le couple, la plupart des dispositions de la loi espagnole ne peuvent être actionnées, comme on dit en droit, que par une femme contre un homme. Donc il y a un certain nombre de délits pénaux qui sont prévus dans le domaine de la violence, et dont ne peuvent se prévaloir que des femmes contre des hommes. Ce qui implique, ipso facto, que jamais une femme, on le suppose, ne peut s'en rendre coupable. Il faut savoir que sur base de cette loi, il y a des dizaines de milliers de plaintes qui sont déposées chaque année en Espagne, notamment dans le cadre des procédures de divorce, et que la toute grande majorité de ces plaintes, évidemment, aboutit à des non-lieux, faute de preuves, comme on peut l'imaginer. Alors, c'est également intéressant de noter que cette loi, et j'en termine avec ce point, a été, je dirais, traduite devant le tribunal constitutionnel espagnol. On a dit, écoutez, ça viole quand même un tout petit peu l'égalité devant la loi. Une loi pénale qui ne peut être actionnée que par des femmes contre des hommes, ça paraît tout de même un peu contraire au principe d'égalité. Et le tribunal constitutionnel a dit non, c'est conforme à l'article 14 d'égalité devant la loi de la Constitution espagnole, en raison des violences, essentiellement psychologiques, que subissent, et économiques, les femmes dans la société espagnole. Donc là, c'est le genre qui a fait son entrée triomphale dans le droit espagnol, et au point de mettre en échec le principe d'égalité devant la loi. Il faut quand même, de temps en temps, regarder les choses avec un peu de perspective. Le combat historique du féminisme, qui est tout à fait légitime, c'était d'atteindre à l'égalité devant la loi. C'était que les femmes ne soient pas soumises à des régimes arbitraires, à des régimes où elles sont minorisées par rapport à l'homme. Bon, c'était le combat historique. Et ici, on en arrive, par le truchement d'un certain nombre d'aberrations idéologiques, à voter des lois qui brisent complètement le principe d'égalité devant la loi, au nom effectivement de la théorie du genre. Voilà, donc ça c'est pour mon deuxième point sur l'empire législatif du genre. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai une remarque. Non? J'ai une remarque. Allez-y. Puisqu'on est dans la théorie du genre, demain matin je serai une femme. Oui, vous revenez sur le premier point, vous. Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Voilà. Vous avez raison, oui, mais bien sûr. Mais libre à vous. Que je sache, la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe. Oui. La Turquie actuellement est en plein processus d'islamisation et de relégation du statut des femmes. Comment expliquer que la Turquie ait adhéré à une idéologie qui est contredite pour une raison c'est toute l'histoire du régime turc. Hein. Il y a à la fois toujours cette conviction islamique, dirons-nous, et en même temps, pour des raisons stratégiques, on essaie de maintenir, de sauver les apparences. Mais il est évident que cette convention d'Istanbul, elle s'appelle 1830 d'Istanbul, elle ne sera, à mon sens, jamais appliquée dans le pays qui l'a vu naître. Donc je pense que c'est essentiellement pour des raisons. Oui, parce que bon, il faut quand même se rendre compte que le premier ministre turc qui a signé cette convention, c'est Recep Erdogan. Recep Erdogan, une de ses grandes réalisations, c'est sa femme qui porte le voile. C'est quand même plutôt un stéréotype, ça, hein, on ne peut pas nier. Et c'est d'avoir fait rentrer le voile islamique dans l'université. Donc vous avez raison, il y a une totale contradiction. Mais eux ne prennent pas ces textes au sérieux, tandis que nous, Français, Espagnols, etc., on prend les textes au sérieux. Et on a effectivement l'ambition de les appliquer. Voilà. C'est dommage parce que je rêve à la Turquie en train de mettre en pratique la théorie du genre. Hein. Bah dans leur cas, ce serait peut-être un progrès. Achevé. Oui. Oui. Après ça, je continuerai parce que sinon, on risque d'arrêter son. Juste une remarque, ça ressemble beaucoup aux États-Unis à la affirmative action.
Oui. En fait, c'est le principe de la victimisation et du rattrapage systématique. Oui, mais c'est-à-dire que l'affirmative action est un... Pardon. Oui, non, mais je veux dire, c'est le même genre de truc sur les minorités. Oui, mais l'affirmative action est une technique qui permet de redresser Ici, la théorie du genre, elle ne parle pas tellement de ça. Elle prétend identifier les inégalités auxquelles l'action affirmative permettra de remédier dans un deuxième temps. Encore une question, puis oui. Voilà, excusez-moi. Oui. Vous parliez de la différence entre le Conseil européen et la Commission européenne. Oui. Non, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Oui. Enfin, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. À ce que je sache, les lois qui viennent de l'Union européenne sont obligatoirement transformées en loi française, nationale, mais pas les lois qui sont faites par le Conseil de l'Europe. Mais c'est-à-dire que là, non, mais vous avez raison, c'est pas une directive. C'est la question. Voilà, pourquoi est-ce qu'on serait obligé C'est une convention internationale. C'est-à-dire que la convention internationale, l'État s'engage à l'égard des autres signataires de la convention à en implémenter les dispositions en droit interne. Donc c'est un mécanisme beaucoup plus général et largement antécédent à celui de la directive ou du règlement européen. Voilà. Dernière question, allez-y. Rapidement, sans faire du machiavélisme, il semble que vous ayez soulevé le voile. Est-ce qu'on pourrait voir derrière cette poussée une lutte sous-jacente contre l'islamisme et la condition féminine? Non, ça n'a rien à voir. La théorie, non, en fait, ça n'a rien à voir. La généalogie de la théorie de Butler, d'ailleurs, je ne s'en cache pas, c'est que Butler était même une homosexuelle, et elle explique dans son ouvrage, notamment dans la préface qu'elle a ajoutée en 99, qu'elle a beaucoup souffert de cette condition, et que donc elle a voulu lutter, donner des moyens intellectuels à la lutte contre l'hétéronormativité, c'est-à-dire la domination. Donc cette histoire du voile islamique, ça m'intéresse absolument pas. D'accord. Ah, mais non, mais il n'y a pas de pardon, vous avez c'est un fait. Elle avait quel âge quand elle a écrit son bouquin? Elle l'a écrit en 90, elle devait même pas 40 ans à mon avis. Attention, c'est un bouquin invisible. Franchement, il est très difficile à lire, mais il y a une vraie démarche intellectuelle, il y a une vraie construction originale, mais qui en même temps, et j'en viens maintenant à ce point-là, qui est à mon avis essentiellement vicieux, et même à certains égards vicieuse, mais il y a une vraie démarche originale. C'est pas simplement quelqu'un qui dit voilà, je veux ceci, je suis contre cela. Elle crée tout un modèle pour valider ses choix finalement sexuels personnels, en dernière analyse. Oui. Est-ce qu'à terme, ça n'hypothèque pas le mariage et n'est-ce pas justement peut-être le but? Ah ben si. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire que le mariage hétérosexuel, pour elle, c'est le mal, quoi. Ça, c'est abominable, cette domination du mariage homosexuel. Hétérosexuel, pardon. Oui, non. Bon, j'en viens donc au troisième point, parce qu'il y en a encore un quatrième après. Et combien de temps encore? Ça va. Donc ça va. Alors, le troisième point, donc, c'est la théorie du genre. Est-ce que c'est simplement une question d'opinion? On peut être d'accord, pas d'accord, avoir de la sympathie finalement pour les souffrances tout à fait réelles qu'ont enduré très longtemps les homosexuels, mais pas toujours. Si on remonte trop loin, la société grecque antique faisait montre d'une grande tolérance dans ce domaine. Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une théorie qu'on peut réfuter? Je pense qu'il y a dans la théorie de Butler, pardon, je vais revenir à des considérations plus techniques, mais sinon on passe complètement à côté du sujet, il y a dans la théorie de Butler un certain nombre de choses qui ne sont pas réfutables, au sens popérien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses, mais donc on ne peut pas non plus prouver qu'elles sont vraies. Un peu comme la psychanalyse, c'est un peu provocateur ce que je viens de dire, mais c'est ce que disait Popper. Et il y a par contre un certain nombre de choses qu'affirme Butler et qui sont réfutables. Bon, je commencerai, si vous voulez, par une question. Je vous ai dit tout à l'heure que le genre procède de deux matrices, que sont, selon Butler, donc le phallococentrisme et l'hétéronormativité. Première question, est-ce que les deux sont liés? Elle parle toujours comme si l'un impliquait l'autre. Mais il y a un certain nombre d'exemples de sociétés dans l'histoire de l'humanité, certes très minoritaires, qui ont été matriarcales. Les Iroquois, les Amazones, etc., c'était des sociétés qui, pour être matriarcales, n'en étaient pas moins hétérosexuelles. Et donc le rapport qu'elle fait entre les deux paraît problématique. Bon. Deux, elle dit que l'égocentrisme et l'hétéronormativité procèdent de relations de pouvoir intéressées. Elle ne s'explique pas. Attention, Butler fait partie de ces gens qui ont écrit un livre, qui ont eu un grand succès, et qui après ça ont écrit toute une série d'articles, d'autres ouvrages, etc., pour essayer d'un peu arrondir les angles. Pour essayer de se rendre plus vendable, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment respecter l'intégrité fondamentale de sa théorie qu'elle exprime dans Trouble dans le genre. Il ne faut pas trop tenir compte de ces reniements, je dirais, postérieurs. Et si on regarde effectivement
le concept de relation de pouvoir, et il est très problématique. Quelles sont ces relations de pouvoir? Le pouvoir de qui? Comment un tel pouvoir, qui, selon Butler, a pu imposer dans toutes les sociétés, à toutes les époques, l'hétérosexualité et le phallocentrisme, a-t-il pu s'imposer? Comment? C'est une question qui paraît assez primaire, mais que malheureusement Butler ne prend pas en charge. Alors oui, on peut mobiliser par exemple le concept de relation de pouvoir chez Foucault. Tous ces gens, mouvance marxiste au sens le plus large du terme, sont toujours très excités par ces notions de relation de pouvoir. Mais Foucault, au moins, parlait du pouvoir plus dans un sens qu'au sens de Bertrand de Jouvenel. Donc il essayait d'identifier la nature, la structure du pouvoir, mais il n'a jamais prétendu, à ma connaissance, dans aucun de ses ouvrages, rendre compte de relations de pouvoir qui auraient été universelles dans le temps et dans l'espace. Donc, pardon ? C'est Bourdieu. Ah non, la source de Butler, c'est pas Bourdieu, c'est Foucault. Sa source, c'est... Non, Bourdieu, elle ne le cite à ma connaissance peut-être une ou deux fois, mais c'est très minoritaire par rapport à Foucault. Alors, il n'y a pas de réponse à cette question. On pourrait imaginer que dans une optique hayekienne, mais c'est évidemment pas l'auteur favori de Judith Butler pour autant qu'elle le connaisse, l'hétérosexualité, pour ne prendre que ça, eh bien, se soit imposée par hasard dans une société et que l'évolution ait sélectionné ce mode sexuel parce qu'il est évidemment plus efficace que l'homosexualité en termes de reproduction et donc de survie d'une société. C'est indubitable, mais elle ne s'engage pas non plus dans cette direction. Et en plus, cette direction, elle ne peut pas s'y engager pour des raisons conceptuelles parce que cette direction suppose qu'il y ait déjà au départ quelque chose comme une compatibilité réciproque, disons, du sexe masculin et du sexe féminin, ce qui pour Butler est évidemment une Horresco référence. Donc c'est un point effectivement qui me paraît également devoir être soulevé, et j'en viens maintenant au point fondamental, c'est la négation de la biologie. Je vous ai expliqué, comment dites-vous ? Comment elle fait ? Eh bien, elle dit juste que ça n'existe pas. Donc ça, c'est la partie facile. Donc, elle dit que ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous concédez l'existence d'un substrat biologique dans le sexe, la théorie du genre s'effondre, puisque vous revenez au modèle classique. Dans le modèle classique, on peut dire que le sexe joue un rôle anatomique plus ou moins important, mais s'il y a ce substrat biologique, il n'y a pas de théorie du genre. Alors, le problème de Butler, c'est qu'elle dit, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sexe biologique. Après, parce que parfois, il faut quand même regarder ce qu'elle a écrit après, elle a écrit dans un livre qui s'appelle Bodies That Matter, c'est un jeu de mots, enfin bref, je vous épargne ces histoires. Elle écrit que, je ne me souviens plus oui c'est ça, elle écrit qu'il y a certes une base anatomique, mais qui est intégralement sédimentée par le discours. Phrase absolument superbe, tout à fait typique de Butler, elle a toujours des phrases comme ça. Ce qu'elle veut dire par là, en définitive, c'est que ce substrat biologique n'a aucune réalité propre, n'a aucune détermination propre, donc en d'autres termes, ça revient à réitérer sa thèse de la négation de la nature, tout est culture, rien n'est naturel. J'en viens ici à une petite partie un peu délicate de mon exposé, parce que je vais être obligé d'utiliser un terme relativement obscène. C'est ce que fait Butler, ce n'est pas mon initiative, et c'est par là qu'effectivement je pense qu'on peut réfuter son rapport à la biologie. Il y a un moment dans son trouble dans le genre, donc vers la fin, où elle explique, parce que c'est dans un développement, elle explique que l'autre est défini par le rejet, donc ce qui définit l'autre, c'est son rejet. Et elle prend une métaphore qui malheureusement est une métaphore scatologique, et donc elle explique, dans ce développement, je n'ai pas les détails parce que ça n'a pas d'intérêt, en l'occurrence, elle pose l'impossible renonciation à la défécation. Elle explique qu'il est biologiquement impossible de renoncer à la défécation. Elle le dit. Aucun être humain, écrit Judith Butler, et elle revient souvent avec ce genre de thématique dans son ouvrage, ne peut y renoncer. En soi, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, il y a quand même la concession par Judith Butler d'une réalité biologique. Elle n'est pas très agréable à entendre, mais nonobstant, elle est biologique. Donc là, elle dit, alors, elle le fait à d'autres moments dans son ouvrage pour d'autres détails biologiques. La question qui se pose évidemment est de savoir comment peut-on concevoir qu'il y ait un certain nombre de limites biologiques, de détermination biologique qui nous caractérisent dans tous les domaines, sauf dans celui du sexe. Alors que le sexe, il y a quand même au plan morphologique, ce que Butler ne peut pas contester, il y a un certain nombre de différences entre le sexe masculin et le sexe féminin. Donc peut-on faire la concession de ces déterminants biologiques dans tous les autres aspects de la corporéité
pour prendre un terme philosophique, humaine, mais pas dans le domaine du sexe. Ce n'est pas crédible, et d'ailleurs, Judith Butler, à plusieurs reprises, concède en passant, y compris par rapport à la notion de sexe. Elle parle à un moment, par exemple, sans contester la notion, de certaines réalités infinitésimales, mais certaines réalités anatomiques du sexe masculin et féminin. C'est évidemment un peu problématique. Quand toute votre œuvre est fondée sur la négation totale de toute réalité biologique dans le sexe, donc de la distinction des sexes traditionnels, et que dans le fil de votre développement, vous en venez à parler du sexe anatomique féminin et masculin, c'est problématique. Et c'est d'autant plus problématique que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la théorie du genre, si elle concède l'existence d'un substrat anatomique, elle se réfute elle-même. Elle est ce qu'on appelle, et ce que Butler appelle tout le temps elle-même, une contradiction performative. Alors au-delà de ça, et pour terminer sur ce point, on pourrait effectivement concevoir de plaider l'absence totale de toute détermination biologique dans le sexe, mais cela conduit, malheureusement, parce qu'elle absolutise cette théorie, cela conduit à des positions qui sont philosophiquement bien connues et qui ont été réfutées, et qui sont l'idéalisme et, de manière peut-être plus spécifique, le relativisme. Parce qu'à partir du moment où tout est culture, il n'y a plus aucun référent qui permet de déterminer, de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est souhaitable, ce qui ne l'est pas, ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, la théorie de Butler s'affirme dans son projet comme une théorie authentiquement relativiste, mais qu'elle ne parvient pas à réaliser jusqu'à son terme, qui aurait été effectivement la négation théorique, en l'occurrence, parfaite, de toute espèce de détermination biologique. Voilà, donc ça, je pense que c'est sur ce point fondamental qu'il faut insister si l'on veut réfuter la théorie de Butler. Alors vous allez dire quel intérêt? On s'en fout. C'est une théorie, on n'est pas d'accord, donc on voit bien que c'est une théorie qui est un peu fantaisiste, mais par égard à son influence sur le cours des événements en Europe, en France, en Espagne, etc., je pense qu'on ne peut pas simplement critiquer la théorie du genre, se récrier d'une initiative ponctuelle, il faut remonter à la source. Et la source, en l'occurrence, elle est idéologique, et donc il faut réfuter cette théorie du genre. Je suppose de lire l'ouvrage de Butler, de s'intéresser à ces détails, et effectivement essayer de la réfuter. Et alors vous trouverez, ceux parmi vous qui vont s'y essayer, vous trouverez sur votre chemin ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série de ces épigones, notamment francophones, et qui radoucissent toujours. Il y a eu un débat, quand il y a page sur lequel il a attiré mon attention, samedi je crois, sur France Culture, Alain Finkielkraut recevait Agacinski contre la théorie du genre, de manière assez convaincante, je trouve. Elle a écrit un ouvrage que je vous recommande. Et alors, le fameux Éric Fassin, dont je vous parlais. Éric Fassin, d'abord, il a commencé par dire, oui, la théorie du genre, on ne va pas faire l'exégèse de l'œuvre de Butler. L'air de dire, Butler, elle est un peu encombrante. Puis après ça, chaque réponse, il commençait par dire, Butler ceci, Butler cela. Donc, elle occupe effectivement une position majuscule dans le champ des études du genre, et il ne faut pas se laisser abuser par ces discours qui sont des discours qui tentent, disons, de rendre cette théorie la moins odieuse possible à la majorité de la population. Il faut respecter la théorie dans ce qu'elle est, et ce qu'est cette théorie dans son projet, c'est quelque chose d'effectivement très radical et très révolutionnaire. Je fais le quatrième point ou je prends des questions? Oui, d'accord. Alors c'est à mon avis le point le plus intéressant. J'ai gardé pour la fin. Mais en même temps, il faut comprendre la théorie du genre pour pouvoir la comprendre, pour s'intéresser à ça. Le quatrième point, donc, c'est quelles sont les vraies implications? Parce que là, jusqu'à présent, donc, il y a les manuels scolaires, etc. J'avais fait un entretien avec Philippe Nemo où je dis, oui, ces manuels scolaires, c'est pas très grave. Je dis, oh non, mais si, c'est très grave, c'est le début de la fin, etc. Oui, en même temps, c'est vrai que ça marque une évolution assez préoccupante dans le champ de l'éducation, mais c'est une toute petite chose, c'est un tout petit détail, cette volonté de sensibiliser les enfants à la conventionnalité du genre, c'est un tout petit détail, j'espère vous en avoir convaincu jusqu'à présent, par rapport au projet de la théorie du genre qui est beaucoup plus global. Alors, vous avez régulièrement, vous avez de temps en temps, je parle de la France, un malheureux parlementaire ou élu local généralement, qui commence à faire des rapports entre le mariage homosexuel et la polygamie, l'inceste ou la pédophilie. Et généralement, c'est des gens qui ne sont pas vraiment équipés sur le plan théorique. Ils sont très intelligents, mais sur le plan théorique, pour justifier leur position, et ils se trouvent pris sous un déluge nucléaire médiatique qui les annihile totalement, et on n'en parle plus après ça pendant 10 ans. Alors,
Il ne s'agit évidemment pas de reprendre ça simplement en disant que le mariage homosexuel c'est la même chose que la pédophilie. C'est grotesque comme théorie. Mais le rapport qui est à faire avec l'inceste, c'est pas un élu local qui doit le faire, c'est pas moi qui dois le faire, c'est Butler qui le fait. Si on lit son ouvrage, elle en parle de l'inceste, elle en parle tout le temps. Alors, il faut être honnête, il faut être clair, surtout que c'est un terrain miné, comme en plus c'est enregistré. À aucun moment, elle ne quitte le registre descriptif qui consiste à dire qu'il y a beaucoup plus d'inceste que ce qu'on prétend généralement, pour gagner celui prescriptif qui eût consisté à dire que l'inceste c'était bien. Elle ne le fait pas. Je l'ai lu 3 fois son ouvrage, y compris les notes, donc je pense que ça ne m'aurait pas échappé. À aucun moment, elle ne dit que c'est bien. Elle dit aussi, dans son ouvrage, à un autre endroit, qu'il faut toujours être très stratégique au niveau... Bon, pour ceux qui connaissent parmi vous la notion de texte straussien. Il y a Strauss qui disait que quand on écrit un texte, on l'écrit d'abord pour le vulgaire, en apparence, et puis derrière, il y a toujours le vrai... J'ai toujours trouvé ça infiniment prétentieux comme conception. Il y a le vrai message qui s'adresse évidemment aux élites les plus éclairées, auxquelles s'adresse d'abord Léo Strauss. Eh bien, elle reprend un peu cette idée en disant qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que ça va faire fouiller la plupart des gens, et donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut être très marketing dans son stratégique, donc dans sa démarche. Mais le problème, c'est que l'inceste, il est structurant chez elle. Parce qu'on peut se demander à quel moment, je reprends le début de mon développement, à quel moment ce phallogocentrisme et cette hétéronormativité viennent s'imposer dans l'esprit de l'être humain, dans son enfance. C'est ce que dit Butler. Ça ne vous surprendra pas. Forcément, cette influence, puisque ça dégouline partout dans la culture, cette influence se fait dès les premiers balbutiements, non pas langagiers, mais de la vie de l'enfant. Alors on pense au complexe d'Oedipe. Complexe d'Oedipe, je le rappelle, pour Freud, consiste à dire que, je le rappelle brièvement, c'est important, pour comprendre le contrepoint de Butler. Donc Freud dit que l'enfant qui naît est une boule de désir, et que c'est en acceptant de renoncer à l'accouplement sexuel avec le parent de sexe opposé qu'il structure sa personnalité. Donc il dit là où était le ça, doit advenir le je par l'intégration de la morale. Bon, c'est plus ou moins clair. Ça va. Donc, alors, mais attention, ce qui est important justement dans la théorie de Freud, c'est que le complexe d'Oedipe chez Freud suppose une attirance, une prédisposition biologique d'attirance vers le parent de sexe opposé. Chez Freud, la petite fille sera attirée par son papa et le petit garçon sera attiré par sa maman. On parle généralement que du deuxième cas, il y a les deux. Enfin, il est un peu plus ambigu sur la petite fille. Mais bref, il y a cette prédisposition biologique. Butler, c'est évidemment, c'est pas possible. Elle ne peut pas reconnaître une prédisposition biologique par rapport à la théorie du genre. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, ça vous paraîtra tout à fait évident. Alors, ce que dit Butler, c'est pas ça. Ce qu'elle dit Butler, c'est que le complexe d'Oedipe, il permet effectivement de généraliser le tabou de l'inceste. Mais, puisqu'il n'y a pas de prédisposition biologique, d'où vient cette attirance, enfin, le fait que c'est le petit garçon par rapport à la maman, etc., eh bien, cela vient, explique Butler, d'un tabou encore plus fondamental que le tabou de l'inceste, et que Freud n'a absolument pas vu, puisque Freud avait une conception assez hétérosexuelle, ordinaire, je dirais, des choses. Eh bien, ça vient d'un tabou encore plus fondamental, explique Butler, qui est le tabou de l'homosexualité. Il y a cette culture qui infuse en quelque sorte dans l'esprit du petit enfant, lui impose d'abord, pour des raisons culturelles, et exclusivement culturelles, un tabou de l'homosexualité, et ce n'est que dans un deuxième temps que vient s'ajouter à ce premier tabou, le tabou de l'inceste. Alors vous allez me dire, bon, ça change quand même pas grand-chose par rapport à Freud, on reste fondamentalement dans une ligne de l'ordre du tabou. Sauf que la différence fondamentale entre Butler et Freud, c'est que Butler, évidemment, elle en appelle à démater, à renoncer, à dépasser le tabou de l'homosexualité. Problème, si vous renoncez, le tabou de l'inceste n'étant, dans l'œuvre de Butler, elle est limpide sur ce terme, c'est incontestable, le tabou de l'inceste n'étant qu'un aspect, une dérivation, en quelque sorte, du tabou de l'homosexualité, comment, c'est la question que je pose, je n'affirme pas, je pose la question, comment peut-on renoncer au tabou de l'homosexualité, comment peut-on démater, problématiser et ensuite supprimer le tabou de l'homosexualité sans problématiser, à tout le moins, voire renoncer au tabou de l'inceste. Je ne vois aucune ressource théorique
intellectuelle dans l'ouvrage, je ne dis pas l'œuvre, parce que je n'ai pas lu tous ces ouvrages, je ne vais pas non plus devenir un exégète de l'œuvre de Butler, mais je ne vois aucune ressource théorique dans Troubles dans le genre qui permette de répondre à cette question que je viens de poser d'une manière qui ne soit pas... je crois que vous avez compris plus ou moins dans quelle direction je voulais me diriger. Et d'ailleurs, il y a quand même un petit point, et j'en termine avant ma conclusion générale, qui est assez révélateur. C'est que elle cite à un moment, là encore sans applaudir, enfin sans critiquer non plus, elle cite à un moment Michel Foucault qui célébrait les plaisirs, le plaisir de l'échange sexuel intergénérationnel. Alors l'échange sexuel intergénérationnel, c'est pas nécessairement l'inceste, mais ça paraît quand même plutôt aller dans le domaine de la pédophilie, puisque quand on parle d'échange sexuel intergénérationnel, c'est assez rare qu'on parle des rapports entre des centenaires et des octogénaires. Donc sur ce point, elle le dit, elle ne la critique pas. Elle ne critique pas donc cette déclaration. Alors, et j'en termine avec cette conclusion générale, il est évident que tout ce débat, ce chipotage de savoir si elle remet en cause ou pas le tabou de l'inceste, n'a pas lieu d'être. La théorie de Butler est une geste révolutionnaire qui vise à remettre en cause non seulement tel ou tel tabou, mais plus fondamentalement la distinction séminale de, je pense, toute civilisation humaine connue jusqu'à ce jour, du masculin et du féminin. Et donc il s'agit effectivement de favoriser la prolifération, dit-elle, c'est le terme qu'elle utilise à plusieurs reprises, de tous les genres alternatifs, et donc effectivement la renonciation à tous ces tabous qui jusqu'à présent ont fondé notre civilisation. Voilà. Bravo et belle performance, c'est pas facile à expliquer. Bien, alors, comment vous réagissez? Si vous avez des questions. Vous allez en... Oui. Monsieur, est-ce qu'il y a pour parler? Je voudrais dire que c'est plus une subversion qu'une révolution. Parce que sur le plan biologique, la différence des sexes, elle s'explique d'une part par les chromosomes, un chromosome XX et un chromosome XY. Elle s'explique par des hormones, elle s'explique par des organes génitaux internes, ovaires, testicules, et par les organes génitaux externes. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le plan philosophique, elle est complètement contraire à la théorie des opposés, c'est-à-dire à Aristote.